En place. Vas-y. Monsieur, les drapeaux en place. Non, reste là. Je lui ai dit pour Attention pour les couleurs. Envoyez. Alors, il autre drapeau. On va dire. Mort. Minute de silence. Et les messages.
Oui, j'invite la FNACA pour la lecture du message de la FNACA. Monsieur Claude Drost qui va nous en donner lecture. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec faveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 150 ans, 1er août 1914, des troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étend de Lourdes-Vosges en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Les premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer, des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier de 1918. Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer à leur rendre un fervent hommage et à perpétuer leurs souvenirs. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, la liberté et la fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle à la conscience de la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et de l'espérance y habiter toutes ces victimes inspire nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, majors, mesdames, messieurs, je voudrais en ce jour de commémoration du 11 novembre 1918 vous lire le message de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, qui est le suivant. C'était il y a un siècle, 1 an après la fin des combats de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée avec une ampleur incomparable. Le 14 juillet 1919, l'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par une sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent
et se recueille. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur et sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est ainsi l'occasion d'honorer toutes les filles et tous les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations extérieures. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Et malheureusement, nous devons cette année saluer 5 Français qui sont tombés pour la France. Premier maître Alain Bortoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites des blessures reçues au Liban. Brigadier chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, en ce jour de commémoration et après la lecture de ce texte de la ministre et après avoir également lu le nom de celles et ceux qui sont tombés lors de ces combats, je voudrais à mon tour évoquer cette guerre dans son calendrier, dans sa chronologie et sa terrible fracture pour l'Europe, mais aussi sans doute pour l'humanité, dans la manière dont elle a été la première boucherie dans cette intensité que reproduira malheureusement quelques décennies plus tard la Seconde Guerre mondiale. 1914, c'est la marche implacable vers le cataclysme, avec la crise des Balkans, issue de cette opposition entre l'Autriche et la Serbie. Le 28 juin, nous le savons tous, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie, après la montée des déclarations belliqueuses entre les deux peuples, entre les deux pays, déclare la guerre à la Serbie, puis c'est l'enchaînement. Le 31 juillet, le grand Jaurès, qui milite pour la paix depuis tant de temps, est assassiné à Paris. Peu à peu, toute l'Europe entre en guerre. Rapidement, du 4 au 10 septembre 1914, c'est la bataille de la Marne, avec les célèbres taxis de la Marne qui acheminent les troupes entre Paris et Verdun. 1915 voit le conflit s'enliser. La guerre de mouvement se transforme en guerre de position. La guerre s'étend aux Dardanelles après l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Et le 22 avril, à Ypres, les armées allemandes utilisent pour la première fois des gaz asphyxiants de triste mémoire. Le 2 juillet, une loi institue la mention de mort pour la France, que nous évoquions tout de suite. Le 2 décembre, le général Joffre est nommé commandant en chef. Puis c'est 1916 avec les massacres, les carnages humains de Verdun et de la Somme et la tentative de reprendre dans chaque camp la guerre de mouvement. Le 21 février, une offensive allemande est déclenchée sur Verdun. Une succession de combats acharnés et meurtriers durera jusqu'en juin et fera des centaines de milliers de morts. Et sera créée aussi à ce moment-là la voie sacrée qui permet à partir du front de ravitailler d'une part et également la rotation des troupes. Le 1er juillet, c'est l'offensive conjointe des Français et des Britanniques sur la Somme
Les combats vont y faire rage pendant près de 5 mois. 1 million d'hommes vont y perdre la vie. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va apparaître le char d'assaut qui sera aussi un engin de lutte, certes, mais de mort également. Puis 1917, avec des événements internationaux tels que la Révolution russe ou l'entrée en guerre des États-Unis. D'avril à mai plutôt, les Alliés reprennent l'offensive sur le chemin des Dames où les pertes sont colossales. Le 14 novembre, Georges Clemenceau, partisan de la guerre jusqu'à la victoire, devient président du Conseil. Puis c'est 1918 qui va osciller entre négociations pour la paix, on se souvient en particulier des propositions du plan Wilson qui sera d'abord refusé, et les offensives répétées des Alliés qui conduiront jusqu'à l'armistice. En effet, l'armistice que nous commémorons aujourd'hui, du 11 novembre 1918, est une période en fait très particulière parce que nous gardons la mémoire de l'armistice qui est la fin des combats. Mais la fin des combats au travers d'un armistice n'est pas forcément la fin de la guerre. Et cet armistice, en fait, cette période de trêve a été prolongée jusqu'au traité de Versailles, qui est la véritable fin du conflit, qui heureusement n'a pas repris, mais l'armistice interrompt, suspend les combats plus que désigner la fin de la guerre. On l'oublie souvent, mais c'est un fait historique. Avec le traité de Versailles, la fin de la guerre est donc actée. Mais puis, dans les années qui suivent, plusieurs événements importants viennent scander notre vie nationale. Le 8 novembre 1920, une loi est votée pour qu'un hommage soit rendu au reste d'un soldat non identifié mort au champ d'honneur. C'est le soldat inconnu qui sera inhumé sous la voûte de l'Arc de Triomphe le 28 janvier 1921. Le 11 novembre 1923, le ministre de la Guerre et des Pensions, André Maginot, allume pour la première fois la flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe, et depuis elle est ravivée tous les jours à 18h30. Entre 1920 et 1925, comme à Fleury-sur-Orne, 36 000 monuments et morts sont édifiés sur l'ensemble du territoire. Le 11 novembre 1919, la cérémonie se déroule dans la chapelle des Invalides, en présence du maréchal Foch. Et puis le 11 novembre devient fête nationale par une loi du 24 octobre 1922. Avec la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la commémoration a peu à peu évolué et nous en sommes venus donc à la loi de 2012 qui a été évoquée tout à l'heure dans son discours par la ministre pour que le 11 novembre devienne la date de commémoration de tous les morts pour la France. Des personnages célèbres sont morts pendant cette guerre, bien évidemment des généraux, mais aussi des gens de lettres. J'en cite deux au passage. Charles Péguy, mort pour la France le 5 septembre 1914, au tout début du conflit. Et puis peut-être le dernier écrivain décédé le 9 novembre 1918, Guillaume Apollinaire, qui écrivait dans un poème V acheter la cravache. Il disait salut, salut au régiment qui va rejoindre les tranchées dans le ciel pâle éperdument. Sur lui, la victoire est penchée. Et au travers de ces personnages illustres, et en même temps, le fait de se souvenir de tous ceux qui, moins connus, anonymes parfois, sont morts pendant ce conflit, dont je vous rappelle qu'il a fait 10 millions de tués, 10 millions de militaires tués, 9 millions de civils tués, 19 millions, 20 millions de blessés, des infirmes, des traumatisés, des estropiés, ce qu'on appelait les gueules cassées également, et qui nous renvoie aujourd'hui à l'horreur de la guerre, à aussi ce qui fait cette guerre. Pourquoi est-ce que cette guerre a existé? Et la manière dont elle renvoie aussi à cette phrase forte, comme souvent, de François Mitterrand qui disait « Le nationalisme, c'est la guerre », et c'est bien ce nationalisme qui conduit à la guerre, car dans les deux décennies qui ont précédé la Grande Guerre, eh bien, nous avons connu de réelles ruptures au sein des équilibres européens, tant à l'Est qu'à l'Ouest. À l'Ouest, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne connaissent d'importantes rivalités coloniales et économiques. Chacun se renforce en armement. Au Sud-Est, c'est l'essor du nationalisme qui fragilise les empires multinationaux. L'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie, l'Italie se lance à la conquête de la Libye, et les jeunes États balkaniques sont en ébullition. Sur la base d'un nationalisme exacerbé, la Serbie se renforce. Des alliances militaires sont nouées en tous sens, de telle sorte que lorsque l'Autriche-Hongrie et la Serbie entreront en conflit en juillet 14,
C'est l'Europe tout entière qui sera mobilisée, et c'est ainsi, sur la base de ces nationalismes exacerbés et réduits, que le conflit naît et se développe. Dès le début du XXe siècle, tous les pays d'Europe, ou presque, sont sur le qui-vive. Méfiance, réarmement ou armement, nationalisme, peur de l'autre, tout cela construit une poudrière et prépare au cataclysme dont l'attentat de Sarajevo est l'étincelle redoutée. Et nous sommes aujourd'hui, plus de 100 ans après la fin de ce conflit, dans une responsabilité particulière. Nous ne pourrons plus être simplement des gardiens de la paix, qui est évidemment nécessaire, des évocateurs du souvenir. Nous sommes aussi devant nos responsabilités. L'Europe est aujourd'hui pacifiée, l'Europe est unifiée, l'Europe est démocratique. Nos grands-parents en ont rêvé, nous l'avons aujourd'hui. Transformons-la, améliorons-la, préservons-la des nationalismes, des obscurantismes, préservons-la de la guerre. Merci. Monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, majors, mesdames et messieurs, chers amis. On dit souvent que nous n'avons pas suffisamment conscience de l'état de paix dans lequel nous vivons. Nous pensons souvent que la paix est un état naturel, or ça ne l'est pas. Les historiens établissent souvent que nous vivons en France la plus longue période de paix depuis le début du XVIIIe siècle. Et d'autres historiens et d'autres philosophes également, je pense à Michel Serres, nous disent que nous vivons en Europe l'une des plus longues périodes de paix depuis la Grèce antique. Cela ne doit pas nous empêcher de commémorer toujours et encore, et notamment aujourd'hui, la fin de la Première Guerre mondiale. Nous souvenir d'un certain nombre de choses. Nous souvenir d'abord de l'horreur que fut cette guerre. Cette guerre marque, on a cité un certain nombre de chiffres, ce sont 60 millions de soldats qui sont mobilisés pendant ce conflit. Ce sont 20 millions de blessés. C'est 8 millions de tués, soldats, sur le front. 1,4 million de soldats français morts sur le front. Ne serait-ce que pendant la bataille de la Somme, c'est 1,2 million de soldats qui ont été tués, toutes nationalités confondues. Autre chiffre qui témoigne de l'horreur. Pendant les 5 premiers mois du conflit, ce sont 500 000 hommes qui ont perdu la vie. Chaque heure qu'a duré ce conflit, chaque heure, 37 personnes sont mortes par heure pendant ces 4 années et quelques mois. 27% des Français de 18 à 27 ans sont morts pendant ce premier conflit mondial. Tous ces chiffres établissent l'horreur et on pourrait les accumuler. C'était la sale guerre, la boucherie comme on le disait. Ce souvenir, c'est se souvenir également de l'origine de la Première Guerre mondiale. L'origine, c'est le nationalisme. C'est le nationalisme qui est à l'origine d'un grand nombre de guerres. C'est le nationalisme qui est à l'origine de cette guerre-là, comme il fut à l'origine de la naissance de la Seconde Guerre mondiale également, avec l'assassinat que rappelait votre maire à l'instant de l'empereur d'Autriche-Hongrie par un nationaliste serbe. Mais c'est également l'assassinat d'un homme de paix que fut Jaurès par le bien nommé Raoul Villain le 31 juillet 1914 dans le café Le Croissant, rue Montmartre. Les hommes de paix et les femmes de paix ont malheureusement perdu devant les nationalistes qui voulaient absolument cette guerre. Ce souvenir, c'est se souvenir également que les hommes qui partaient sur le front n'avaient pas envie d'y aller. On les présente souvent comme allant sur le front, la fleur au fusil, joyeux de quitter leurs femmes et leurs enfants. Ça n'était pas le cas, évidemment. Ils savaient ce qui les attendait, ils avaient peur. Et toutes les commémorations du premier conflit qui ont permis d'exhumer de nombreuses lettres envoyées par les poilus ont permis de pointer la peur de ces soldats dans ces 700 km de tranchées qu'il y avait. Ces hommes qui attendaient le conflit,
mais en sachant que beaucoup d'entre eux, les 2/3, sont morts sous des pluies de bombes, sans même voir le visage de leurs adversaires. Ce souvenir, c'est se souvenir également du rôle des femmes pendant ce premier conflit mondial, parce qu'on aurait tendance à, un peu trop facilement, à considérer que les femmes attendaient patiemment, sagement, le retour de leur mari, de leur frère, de leur père du conflit. C'est faux. Les femmes ont joué un rôle extraordinaire pendant ce premier conflit mondial en étant mobilisées dans les usines, sur le champ également, pour remplacer leurs maris agriculteurs. Certains historiens français disent même que le début, je dis bien le début de l'émancipation des femmes en France remonte précisément à la Première Guerre mondiale, parce qu'elles ont pu prendre ainsi conscience du rôle qu'elles avaient à jouer dans notre pays. Ce souvenir, c'est se souvenir enfin, à une époque où on a tendance à oublier le sens du mot fraternité, et notamment la fraternité à l'égard de celles et ceux qui viennent des pays anciennement colonisés, que 450 000 soldats coloniaux, je dis bien 450 000 soldats coloniaux, ont été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Alors nous sommes là ici pour commémorer, non pas pour transformer des crimes en vertus que l'on appelle nationales, comme le disait un grand écrivain de la Première Guerre mondiale, Henri Barbusse, mais commémorer tout simplement parce que c'est un acte civique fort, et parce que nous devons nous souvenir que si la France est la France, c'est parce qu'il y a ce lien qui nous unit, nous tous, de familles, de lieux différents. Ce lien, c'est l'histoire. Le ciment de notre unité nationale, c'est précisément l'histoire. C'est l'histoire qui nous permet de comprendre le présent. C'est l'histoire qui nous permet de comprendre d'où l'on vient. C'est l'histoire qui nous permet de savoir où on veut aller et ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on veut, c'est l'Europe de la paix. Ce que l'on ne veut pas, c'est le retour des nationalismes. Alors je voudrais terminer par des remerciements. D'abord remercier la famille qui est ici présente avec ses enfants, parce que c'est important d'associer des enfants à des commémorations. On n'en voit pas beaucoup, je viens d'une autre commémoration, on ne voit pas beaucoup d'enfants présents à ces commémorations. C'est important qu'ils soient là présents pour se souvenir. Savoir également qu'il y a des instituteurs, des professeurs qui font un travail de mémoire qui est important également dans les écoles. Remercier également les porte-drapeaux qui sont toujours présents et qui nous honorent de leur présence et qui nous permettent de faire ces commémorations en souvenir de ces soldats de multiples générations qui sont morts pour la France. Et puis vous remercier également toutes et tous d'être venus présents comme chaque année ici à Fleury pour commémorer ces soldats tués pendant la Première Guerre mondiale. Merci de votre attention. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les autorités vont saluer et remercier les porte-drapeaux.
Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence nombreuse comme à l'accoutumée. Merci à nos porte-drapeaux, merci aux anciens combattants, toujours fidèles. Merci aux enfants qui nous ont accompagnés. Merci à celles et ceux qui ont permis que cette cérémonie ait lieu au niveau de la sono, au niveau du verre d'amitié que nous allons prendre dans un instant. Merci à Dominique et à Françoise pour avoir relevé et François si bien chanté l'hymne national comme d'habitude. Merci à toi. Et puis, je vous propose qu'on fasse une volte pour aller boire un verre et puis un petit message à Laurent Dubois, ça permettra de fêter ton anniversaire, Laurent, en même temps. Donc, bon anniversaire à toi. Merci à tous et à toutes.